Bonjour Mireille Dispo, vous êtes secrétaire nationale confédérale CFE-CGC, en charge de l'égalité des chances et de la santé au travail. Quelle est la vision de la CFE-CGC? Pouvez-vous nous dire quelle est la mécanique de négociation politique entre l'ANI et la PPL? Mais avant cela, pouvez-vous vous présenter? Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Effectivement, je suis secrétaire nationale confédérale à la CFE-CGC, en charge de l'égalité des chances, ce qui est une grande responsabilité puisque je dois assurer la préservation du capital santé au travail, assurer la meilleure garantie prévoyance possible et veiller à la non-discrimination, qu'il s'agisse du handicap ou de l'égalité professionnelle. Je dois dire que cette réunion ce matin m'intéresse au plus haut point puisque j'étais la négociatrice de la CFE-CGC au niveau de cette année. Alors, j'ai envie de répondre à votre question sur deux aspects. Je pense déjà que nos débats s'inscrivent dans une réalité contextuelle qui est très importante. On a d'un côté une ANI, vous l'avez rappelé, elle a été signée par les partenaires sociaux, et puis de l'autre, il y a une PPL. Et aujourd'hui, nous sommes, par rapport à cette PPL, au milieu du gué, puisque, comme ça a été rappelé également, nous avons un texte qui a été déjà décidé au niveau de l'Assemblée nationale en première lecture, et nous sommes en cours de navette, puisque le Sénat est en train d'examiner ce texte et va certainement y apporter des modifications. De surcroît, je signale qu'il y a une audition intersyndicale qui est prévue avec le Sénat courant mai. Et donc, on est à tout le moins dans un contexte non consolidé et je pense qu'il faut être très prudent. D'autant qu'en termes de procédure, on est, je crois, dans une situation qui est tout à fait inédite. Je ne vais pas rentrer dans des détails législatifs, mais en tout cas, il importe de rappeler que nous sommes dans le cadre de l'article L1 du Code du travail. C'est important de le rappeler puisque cet article, il oblige à une concertation préalable entre partenaires sociaux pour tout projet de réforme envisagé par le gouvernement, ce qui touche les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle. Donc, ce premier article du Code du travail, il faut l'avoir bien en mémoire. Il a été introduit par la loi de modernisation du dialogue social et inspiré par le traité sur l'Union européenne. Et contrairement à ce qui existe au niveau européen, en France, eh bien, il y a obligation à ce qu'il y ait une transcription dans la loi sur certains aspects des accords nationaux interprofessionnels dès lors qu'ils touchent à l'ordre public. Et on est bien dans cette situation-là. Et il faut ajouter le fait bien que le pouvoir législatif, il reste libre de transposer ou non l'ANI en tout ou partie ou en y apportant des modifications. Donc ça, c'est un premier aspect qui est important parce qu'on est sur une logique en ce moment où les choses sont toujours en équilibre. Et en fait, je voulais ajouter un deuxième aspect qui est la réalité de la situation. Donc, par rapport à ce que je viens de rappeler au niveau de ce cadrage, qui sont des règles, mais qui ont des incidences, on le comprend bien au niveau politique, nous avons, au niveau des partenaires sociaux, eu un document d'orientation qui nous a d'ailleurs fixé une deadline en termes de temporalité. Ce document d'orientation, il était largement influencé par le contexte de pandémie dans lequel nous étions à l'époque et dans lequel nous sommes toujours, ce qui explique d'ailleurs que nous soyons en visioconférence. Et il introduisait bien
bien sûr la nécessité d'apporter des réponses à des dysfonctionnements qui sont devenus exponentiels dans le cadre de cette pandémie. Donc, on a engagé cette négociation qui a été très âpre, je dois le dire, et nous avons trouvé entre partenaires sociaux un équilibre qui a été difficile, puisqu'il faut également bien voir que cette année a, pour moi, deux volets. Un volet interprofessionnel, qui est la partie qui a été présentée, et je remercie ceux qui ont été contributeurs, et une deuxième partie, je vais dire, qui concerne un acteur plus particulier que sont les services de santé au travail. Alors effectivement, tout ça s'inscrit, ça a été rappelé avant moi, dans le cadre d'un rapport qui avait été fait par Charlotte Lecoq et qui a très vite embrayé, avant même d'ailleurs que les positionnements aient tous été pris sur la signature de l'ANI par les partenaires sociaux, donc a très vite embrayé pour mettre sur les rails cette proposition de loi. Donc elle a été examinée par la Commission des affaires sociales. Elle a fait l'objet, et c'est important de le dire, d'un avis du Conseil d'État qui a apporté lui-même certaines recommandations pour que la PPL soit bien conforme à la réglementation, et elle a fait le gardien du temple. Et donc la mouture que nous avons aujourd'hui, eh bien, il prend en compte un certain nombre de choses. Des amendements que le gouvernement s'est arrogé d'introduire dans ce projet, l'avis du Conseil d'État sur certains aspects qui a amené à des modifications, et puis certains amendements qui avaient été portés par les partenaires sociaux. Nous en avons porté au niveau de la CFE-CGC. Et donc, lorsque l'on regarde cette mouture, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a certaines discordances entre la volonté exprimée par les partenaires sociaux et le texte à ce stade, alors que le gouvernement s'était engagé à veiller lors de cette transcription à ce que cet accord soit conforme dans son contenu et dans son équilibre à ce que nous avions souhaité lorsque nous avons conclu cet accord en décembre. Donc, c'est la raison pour laquelle cet élément qui a été bien évidemment identifié par tous a fait l'objet d'un comité de suivi. Donc, c'est assez paradoxal, ça aussi, d'imaginer qu'on est déjà en train de faire un comité de suivi sur une année qui n'a pas commencé véritablement à être engagée en termes opérationnels. Et là, nous nous sommes rendus compte que, effectivement, la vision que nous avions collectivement des discordances, pour ceux qui considéraient qu'il y en avait, ce qui n'est encore pas forcément le cas, n'était pas la même. Et donc, nous en sommes là, et je pense que c'est important que les négociateurs aient bien en considération cet aspect, parce que j'imagine que les choses vont évoluer. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui de l'application de l'ANI, puisque elle doit, pour certains aspects, faire l'objet d'une transposition législative, et on ne peut pas parler non plus d'un projet de loi, puisque pour l'instant, il est en cours d'examen, et nous imaginons qu'il va évoluer, en tout cas sur les points que nous poussons pour qu'il soit plus conforme à nos attentes. Excellent, voilà excellent. Ce que je peux dire pour répondre à votre question. Merci beaucoup, Mireille. Du coup, c'est vraiment intéressant de décrire la mécanique de négociation entre l'ANI et puis ensuite la transposition dans la loi. Donc, on va revenir tout à l'heure sur plus de précision. Merci beaucoup, c'est très, très clair. Mireille Dispo, donc, en synthèse, selon vous, vers quoi nous dirigeons-nous si nous respectons les conditions de cette ANI Santé au Travail ? Alors, je vais peut-être vous répondre un petit peu différemment. En tout cas, je remercie Véronique et Xavier qui ont fait une présentation tout à fait fidèle
et intéressante de l'ANI. Je partage tout à fait le point de vue selon lequel cette ANI constitue une avancée notoire dans la mesure où il ancre la prévention primaire en matière de santé au travail. J'ajouterais qu'il réaffirme aussi des principes fondamentaux en matière de responsabilité de l'employeur. Je le souligne parce que ça a fait l'objet jusque presque à la dernière minute de notre négociation nuitamment de positions qui n'étaient pas tout à fait concordantes. Pour ce qui est de la CFE-CGC, il y a un point que nous avons considéré comme une avancée tout à fait importante, c'est le périmètre de la prévention des risques qui s'ouvre à l'organisation du travail. Là, donc, ça ancre aussi les risques psychosociaux en matière de santé au travail et désormais, nous considérons qu'ils ont toute leur place et vous savez que c'est un thème sur lequel la CFE-CGC avait beaucoup d'attentes. Ils renforcent les outils existants, on l'a dit, ils en créent de nouveaux, je pense que ça c'est des points qui ne sont pas contestés sur le passeport prévention, on a parlé de la visite de mi-carrière, je citerai aussi la priorité d'accès au dispositif CPF de transition pour les salariés en risque de désinsertion professionnelle et bien sûr la création d'une cellule PDP dans les services de santé au travail. Ça permet aussi une meilleure traçabilité. On reste encore un peu sur notre faim par rapport à la mise à disposition de certaines informations nécessaires par rapport à des instances que peuvent avoir les salariés. Donc, nous espérons que dans le cadre des amendements, ce point va être amélioré. Et bien sûr, il y a tout ce qui concerne l'accompagnement des entreprises par les branches qui constitue une vraie amélioration pour nous. La possibilité d'apporter des outils, d'apporter un accompagnement à la rédaction du DUER, et également des formations qui peuvent être proposées et bien sûr la fameuse commission paritaire dédiée santé-sécurité qui a été introduite dans cette année. En revanche, et là je rejoins également ce qui a été précisé lors de la présentation de l'ANI, sur la partie QVT, bien que l'on ait repris une proposition de nouvelle appellation que nous avions portée et nous en sommes très contents, on reste dans un cadre que j'appellerais un peu mou, puisque ça se borne à une méthodologie inspirée de celle de l'ANACT. Et donc, pour répondre autrement à votre question, qu'est-ce qui va se passer si la PPL ne reprend pas les mesures de l'ANI, et notamment ceux qui ont pour vocation à parer aux dysfonctionnements qui ont été identifiés par rapport à l'un des acteurs que sont les services de santé au travail? Eh bien, nous allons nous orienter sur un affadissement de l'ANI, parce que c'est bien de prôner des principes, de les mettre en avant comme étant une priorité, mais s'ils n'ont pas vocation sur le terrain à pouvoir être mis en œuvre, eh bien, je crois qu'on aura vraiment raté quelque chose. Donc là, je pense qu'il y a encore des efforts à faire par rapport au contenu de l'offre socle. Bon, on a vu introduire certains éléments qui nous paraissent préoccupants. Les modalités d'élaboration du cahier des charges au niveau de la certification, et puis tout ce que nous avions réussi à porter et qui a fait consensus au niveau du retrait d'agrément. Qu'est-ce qui se passe effectivement lorsque ces services santé au travail voient leur agrément
retiré. Donc ça, c'est un aspect qui, si il n'est pas un petit peu révisé, nous laisse penser qu'on n'aura pas atteint la cible. Le deuxième aspect, c'est l'architecture globale du système de santé. Nous persistons à penser qu'elle doit être organisée de façon à préserver le rôle de chacun des acteurs. Et vous aurez bien compris que parmi ces acteurs, il y a les partenaires sociaux et nous sommes à penser qu'il faut qu'ils gardent pleinement leur rôle parce qu'il est très important. Voilà ce Excellent. que je peux dire Très pour bien. répondre à votre question. Merci beaucoup Mireille. Et on se rappelle l'article L1 du Code du travail qui a été Oui, rappelé. l'article L1 du Code du travail qui est dans la partie préliminaire. Ouais. Regardez, et donc ce n'est pas un hasard. Voilà. Excellent. Très bien. Merci beaucoup Mireille.